Bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et l'explosion de Beyrouth a changé toutes nos vies. Ma vie, les vies des personnes qui sont là, je suis sûre que chacun de nous a une histoire avec cette explosion. Et c'est très important qu'on en parle, qu'on continue d'en parler. Bienvenue à nos panélistes aussi. Marie-Jo, bonjour. Marie-Jo Sader est journaliste d'investigation franco-libanaise. Elle est également reporter pour la télévision et elle est à l'origine de plusieurs enquêtes exclusives sur l'explosion du port de Beyrouth qui ont levé le voile sur les conditions déplorables du stockage du nitrate d'ammonium avant cette explosion. Elle a aussi remporté le prix Lokman Slim en 2023 pour son travail sur l'enquête de l'assassinat de l'intellectuel anti-Hezbollah. Bienvenue Marie-Jo. Ramzi Qais, il est chercheur à la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. Vous êtes avec Human Rights Watch depuis mars 2023. Et Human Rights Watch aujourd'hui enquête sur les violations des droits humains au Liban. Ramzi a poursuivi le plaidoyer au fait de l'organisation en faveur de mécanismes internationaux d'enquête mandatés à l'ONU pour l'explosion de Beyrouth. Et au fait, il a documenté les ingérences politiques dans l'enquête nationale. Bienvenue. Ziad Majed, politiste, expert du Moyen-Orient et professeur à l'Université américaine de Paris. Il est aussi l'auteur de 4 ouvrages, Rabia Beyrouth wa Dawla Naqisa, Hezbollah and the Shiite Community, Syrie, la révolution orpheline, Iran and its 4 Arab Fronts, et co-auteur d'un ouvrage sur Bachar el-Assad que j'ai lu et que j'aime bien, Dans la tête de Bachar el-Assad. Comme Hana a mentionné, plus de 3 ans après ce jour malheureux, une des plus grosses explosions non nucléaires dans l'histoire humaine, et personne n'a encore été tenu pour responsable. Malheureusement, Beyrouth est la capitale de l'impunité aujourd'hui, et cette impunité prévaut depuis plusieurs décennies. C'est pas aujourd'hui que cette impunité est née. Et comme elle l'a dit, c'est bien le sujet de mon livre, parce que dans mon livre, à travers ce livre, je montre qu'il y a des générations de Libanais, dans ce cas des femmes, qui sont vraiment condamnées à répéter l'histoire, à revivre la même histoire à cause de l'injustice et de l'impunité. Et les Libanais sans vérité et sans justice ne pourront jamais guérir et surmonter leurs difficultés. Ziad, je commence avec vous. Est-ce que cette impunité a toujours existé ou c'est une problématique qui s'est aggravée avec le temps? Merci Dalal et merci à Hana, mesdames, messieurs. Oui, je pense qu'on est dans une culture de l'impunité qui s'est, avec le temps, qui s'est enracinée. Elle a gangréné toutes les institutions de l'État libanais, mais elle a également des effets pervers au niveau de la société. Et il me semble que ce n'est pas seulement le cas du Liban, puisque là je vois des amis syriens, algériens, palestiniens, français et autres, la France à part évidemment, mais il y a dans toute la région du Moyen-Orient et depuis des décennies une impunité qui s'impose, qui protège les puissants, que ce soit en Palestine occupée, que ce soit en Syrie avec la barbarie du régime Assad, soit dans les pays ou les États arabes en grande majorité. Donc il y a une culture de l'impunité et le problème avec le temps, c'est que cette culture devienne elle-même un logiciel politique qui à la fois fonctionne au niveau des institutions, mais qui rend aussi les impunis séduisants. C'est-à-dire même au niveau du comportement électoral, si on étudie certains comportements, il paraît que les gens qui voient une personne ou une force politique impunie au-dessus de la loi, qui arrive à écraser le concept même de l'état de droit et qui reste intouchable, pourquoi pas montrer une loyauté à cette force-là, capable de nous protéger si nous-mêmes on viole la loi une fois, et donc ça nourrit le clientélisme et ça nourrit la corruption. Et si on observe juste les 3 décennies qui ont suivi la guerre civile, on ne va pas aller jusqu'à la guerre et l'avant-guerre, que ce soit les assassinats politiques, les scandales de corruption,
les catastrophes qui ont été causées au niveau des banques et de l'économie par le clientélisme, par les mauvais choix, par les politiques adoptées pendant des décennies, il n'y a pas eu jusqu'à maintenant une seule cause ou un seul procès sérieux qui peut nous montrer qui a tué qui, pourquoi, quelles sont les conditions, dans quel contexte, quelle complicité. La même chose par rapport à l'effondrement du système bancaire, la même chose par rapport à tant de scandales qui nous ont pendant de longues années accompagnés régulièrement, et on a fini par normaliser avec cette culture de l'impunité, ce qui encourage encore une fois les impunis à aller plus loin régulièrement. Ils se sentent protégés. C'est le cas au niveau, encore une fois, de la région, c'est le cas au niveau de certains régimes, et c'est le cas au niveau de leurs complices au sein des sociétés. Donc, il me semble que cette question de l'impunité, qui est le cancer du Liban aujourd'hui et de la région, doit être la priorité d'un travail sérieux, que ce soit au niveau des diasporas, au niveau des sociétés concernées. Et je suis sûr qu'entre le travail des organisations, de la société civile au Liban ou de certaines organisations internationales, des juristes, des journalistes, il y a suffisamment de potentiel et de courage et de crédibilité et de légitimité chez beaucoup d'acteurs pour faire face à cette culture de l'impunité. Mais il y a également une nécessité de ne jamais abandonner parce que les acquis sont très difficiles à obtenir ou à arracher. Et donc, oui, avec le temps, ça devient de pire en pire. Il suffit juste de considérer que la capitale d'un pays a été dévastée par une explosion, des centaines de morts, des milliers de blessés, des dizaines de milliers de déplacés et de personnes qui ont tout perdu. En plus, qui même s'ils avaient ou si elles avaient les moyens pour reconstruire, leur argent était confisqué ou perdu quelque part dans le système bancaire. Donc, oui, je veux juste vous poser une question qui est reliée. Mais vous dites que ça s'est empiré. Mais est-ce qu'il y a une période dans l'histoire du Liban, peut-être dans l'avant-guerre, à laquelle on peut faire référence où il y avait pas d'ingérence politique? À quel stade l'ingérence politique dans le judiciaire a commencé? Est-ce que ça a été toujours comme ça? Par exemple, moi, en 1957, vous connaissez le massacre de Meziara au nord du Liban. Mon grand-père a été tué quelques mois après. Je me rappelle que ma grand-mère n'a jamais vu justice. Elle a passé toute sa vie comme ça à cause de l'ingérence politique qui a fait que ce type-là, il est resté libre. Donc là, on parle de 57. Moi, je me demande s'il y a une période où il y avait un système judiciaire indépendant où ça n'a jamais existé. Non, je ne dirais pas que ça n'a jamais existé, mais il est sûr que l'état de droit au Liban et l'indépendance du système judiciaire n'a jamais vu le jour comme on le souhaite en tant que citoyen et citoyenne. À la fois le système confessionnel et son impact sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, le fait que la plupart des conseils de juges sont nominés, non pas élus par les juges eux-mêmes, le fait qu'il y a toujours des lignes rouges, comme on le dit souvent, qu'il ne faut pas franchir, s'agissant de certains notables, de certains leaders politiques ou confessionnels, le fait qu'il y a des craintes, parfois des répercussions d'une prise de position claire et courageuse par rapport à certains dossiers. Certainement, il y a souvent eu ce problème dans l'histoire contemporaine du pays. Mais en même temps, si on parle par exemple des assassinats politiques, avant la guerre, c'était beaucoup plus une question de services de renseignement étrangers qui liquidaient des personnes sur le sol libanais. Il y a eu l'assassinat de Kamel Mroué par les services égyptiens. Il y a eu une série d'assassinats d'intellectuels et de leaders politiques palestiniens par le Mossad israélien. Il y a eu des assassinats par le régime syrien à des opposants qui étaient au Liban. Donc, on était quand même dans un cadre de règlement de comptes et d'assassinats et de crimes plutôt qui s'imposaient sur la scène locale par des acteurs de la région. Puis il y a eu la guerre civile avec toutes ces atrocités, ces massacres, ces crimes, ces violations. On vit parfois on vit parmi certains criminels. Et il y a eu la loi d'amnistie après la guerre, qui en même temps on a vécu avec cela. Cette loi a tourné une page comme si rien n'était. Et donc on a, dans un sens, on a accepté aussi que les leaders de la guerre civile, les chefs de milice, restent au pouvoir
se reproduisent même au pouvoir. Et aujourd'hui, si on regarde juste les ténors de la classe politique, on voit que souvent, ils sont issus de cette guerre ou bien connectés à l'histoire de cette guerre. Et puis, avec l'hégémonie du régime syrien, avec l'absence de l'état de droit, avec les assassinats, les règlements de compte, les scandales de corruption, cela s'est accumulé et évidemment aujourd'hui la situation est bien pire qu'elle ne l'était avant la guerre, même si comme vous le dites, il y a des crimes aussi qui sont restés impunis. Je reviendrai au sujet général de l'impunité à la fin. Là, je vais rentrer dans le sujet, l'explosion de Beyrouth, et on va commencer par l'investigation locale. Donc, Marie-Jo, l'investigation locale, comme l'a bien dit Hana, est au point de mort. Pourquoi? Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, l'investigation est au point mort, mais déjà c'est important de rappeler qu'il y a une investigation et il y a un dossier. Et c'est justement pour ça que cette enquête dérange autant. C'est parce que contrairement à d'autres crimes, et on va en parler aussi, notamment les crimes politiques, il y a souvent une ouverture d'enquête et ça s'arrête là. Là, il y a un juge qui travaille et c'est pour ça que ça dérange énormément. Si on prend chronologiquement, si aujourd'hui, à l'heure où on parle, l'enquête est au point mort, c'est parce que le juge Tarek Bital, le juge d'instruction aux manettes de cette enquête, après avoir repris son dossier en janvier de cette année, après 13 mois de suspension où il n'a pas touché à son dossier, il a lancé des nouvelles poursuites contre, entre autres, le procureur de la République qui s'appelle Hassan Awaidat. Donc, le procureur de la République, qui est le garant de l'intérêt public de la société libanaise, a répliqué en poursuivant le juge Tarek Bitar, en l'interdisant de voyager, en demandant aux services sécuritaires de ne plus l'obéir. Donc, depuis janvier, à nouveau, le juge Tarek Bitar... Et il a libéré toutes les... Et il a libéré les 17 détenus qui étaient en prison depuis l'explosion. Il y a une personne au moins qui a quitté le Liban. Exactement. C'est le chef des douanes. Non, c'est pas le chef des douanes, c'est... Ramzi, c'est qui a... Je connais pas le... Ziad El Raouf. Rien. Ziad, c'est un responsable. Voilà, un responsable portuaire qui a la nationalité américaine. Ok. Donc ça, c'est pour... juridiquement, maintenant, le Tarek Bital est poursuivi pour violation de la loi et abus de pouvoir, et il est en attente qu'un juge statue sur cette plainte pour reprendre son dossier. Sauf que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce juge a été nommé en février 2021, donc ça fait 2 ans et demi. En 2 ans et demi, il a à peine travaillé 1 an, je dirais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a subi une campagne féroce de la part des personnes qui l'accusent. Donc, on a assisté à une contre-attaque protéiforme, déjà des obstructions judiciaires énormes. Donc, le juge a lancé il a interpellé des responsables politiques, on peut en nommer certains, des députés, Hassan Zaïter, Ali Hassan Khalil, il y a des responsables militaires, il y a l'ancien Premier ministre Hassan Diab. Et à chaque fois, ces personnes incriminées répondaient par des plaintes. Et ces plaintes, qu'est-ce qu'elles font? Elles obligent le juge à se dessaisir de son dossier. Il n'a plus le droit de toucher au dossier. Et ça a été fait des dizaines de fois. Donc, non seulement enquête au point mort, mais enquête extrêmement ralentie, très très lente. Voilà. Et est-ce que vous pensez que le juge avait déjà des faits établis ou c'était juste des hypothèses? Est-ce qu'il y avait une piste pour l'enquête nationale? Est-ce qu'on sait ce que c'était cette piste? Alors, juste si je peux me permettre un petit rappel, c'est important de savoir que cette enquête est divisée en 3 parties. Déjà, il faut savoir pourquoi, il faut élucider les circonstances d'arrivée du Rosus, ce navire qui transportait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium au Liban. Pourquoi il est arrivé au Liban en novembre 2013? Ensuite, il faut essayer de remonter les responsabilités locales à partir du moment où cette marchandise est arrivée au Liban jusqu'à son explosion. Pourquoi elle est restée tout ce temps au cœur de la capitale? Presque 6 ans. Et ensuite, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé le 4 août, pourquoi ça a explosé. Alors, le juge a des certitudes sur certains aspects de ces parties, notamment les responsabilités locales. Il n'y a pas de secret. Tous les noms qu'on entend
il interpelle des gens, c'est parce qu'il a des preuves contre eux. Donc, au niveau des responsabilités locales, des gens qui sont responsables, qui ont manqué à leurs responsabilités, qui n'ont pas protégé les gens, on les connaît, ils sont dans le dossier. Maintenant, au niveau du volet, le premier volet, c'est plus compliqué parce que ça demande des coopérations internationales. Il y a des ramifications chypriotes, suisses, moldaves, mozambicaines, émiraties, etc. Donc, c'est lent, mais quand même, il a progressé, le juge, et Savaro, qui est par exemple la compagnie propriétaire du nitrate, clairement, on a des preuves à son égard et je pense qu'elle a été entendue éventuellement il y a eu des responsables peut-être entendus par le juge. Quant à le troisième volet, qui est pourquoi ça a explosé, on peut exclure déjà des hypothèses. On sait que ça n'est pas un missile ou une attaque aérienne qui a provoqué l'explosion. Alors qu'il y a toujours beaucoup de gens qui posent cette hypothèse et ils la défendent. Beaucoup veulent y croire et ça paraît normal. On est habitué dans le pays à ça. On a des violations d'espace aérien permanentes, donc nos oreilles sont habituées à entendre des avions. On est habitué à se faire bombarder. On a des ennemis à toutes les frontières. Donc c'est normal que la population ait pensé à éventuellement une attaque. Mais si on se souvient bien, il n'y a pas eu d'explosion, il y a eu un incendie. Et s'il y avait un missile, déjà, ça aurait explosé. Ça n'a pas démarré par une explosion. Ensuite, un missile est perçu au niveau du ciel. On peut voir des missiles. Les États aux alentours auraient pu voir un missile. Il n'y a aucune preuve qu'il y avait un missile. Enfin, il y a des personnes qui étaient très attachées à la question des images satellites. Or, c'est presque vraiment, c'est improbable qu'un satellite ait pu capter quoi que ce soit au temps T, parce qu'un satellite, ça fait que tourner très rapidement autour de la Terre. C'est pas devant le port de Beyrouth pendant des heures et des heures. Donc, il y a ça. Par contre, là où on n'est pas encore certain, c'est que s'il y a eu un incendie, c'est qu'il y a quelque chose qui a causé cet incendie. Dans mes investigations, j'ai prouvé qu'il y avait des défaillances sécuritaires énormes aux alentours de ce hangar. Déjà, il n'était pas surveillé. Ensuite, il y a eu un chantier qui a été mené autour sans surveillance, aucun dispositif sécuritaire pour protéger ces matières hautement inflammables. Les ouvriers sont rentrés, les ouvriers entrés, ils marchaient sur le nitrate, ils ont fait des soudures. Alors, on a incriminé ces soudures, on n'est pas certain que ce soit ces soudures jusqu'à présent, c'est peu probable, mais rien n'empêche que ces ouvriers ont peut-être jeté une cigarette ou que n'importe qui ait pu faire ça, tant il n'y avait personne pour surveiller ces gens qui travaillaient à côté d'une bombe presque atomique. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on peut pour le moment affirmer sans avancer des choses qui sont fausses, quoi, parce que c'est important d'éliminer le faux du vrai dans cette affaire. Merci. Ramzi, Human Rights Watch released about 2 years ago a 900 pages report where they say that many officials at different levels were aware of the presence of the ammonium nitrate and took no action. Since then, has your investigation gone further? What is new, and what is, in your opinion, the questions to which we still have no answers at all? Thank you, Dalal. Sorry, everyone, I'm speaking English for the dismay of my French teacher in Lebanon. But allow me, Dalal, if I may, to first shed a bit of light on the Human Rights Watch investigation that was released 1 year after the blast. This was an investigation done by colleagues before I joined Human Rights Watch, but it was based on hundreds of official documents between different Lebanese authorities, including the Ministries of Public Works and Finance, State Security, General Security, judicial authorities. It was also based on over 10 interviews done with high-level officials, including the former Prime Minister, Hassan Diab, Head of State Security, Tony Saliba, and others, and also based on over 43 letters that were sent to different government officials and companies. What Human Rights Watch found, as you said, is that several Lebanese officials knew of the risk of death that the ammonium nitrate's presence in the port posed, and that they tacitly accepted that risk. The officials that knew and are named in our report are the former President, Michel Aoun, the former Prime Minister, Hassan Diab, the Head of State Security, Tony Saliba, the former Head of the Army, Jean Ahwaji,
and the former ministers of Public Work and Transport, Youssef Inyanos and Aziz Haider. So I think what the report shed light is several things, but also left many questions. It shed light on the fact that once the ship arrived to Beirut, ministries, namely the Ministry of Public Work and Transport and Finance, did not take the necessary measures and raise risks about the danger that the ammonium nitrate posed. And then once the nitrate was in the port, the relevant authorities, the security agencies at the port, did not take the necessary measures, A, to raise the risk of death that was posed by the nitrate, B, to sufficiently store the nitrate in alignment with international guidelines on the storage and transportation of ammonium nitrate. In fact, they were stored, I think maybe something you shed light on, near flammable material at the port. So all of this amounts, according to Human Rights Watch assessment under Lebanese law, may amount to the crime of homicide with probable intent or unintentional homicide. And under international law, it's a clear violation of the right to life because of the state knowing that there was a risk to death and failing to take the necessary actions to prevent that foreseeable risk. Since then, most of our work has focused on examining the actions that are being taken at the domestic level to block the investigation from moving forward, namely ones that you have mentioned before. And they've been fixated on the one hand, pushing for reforms to the judicial system, especially the criminal codes and civil codes that are being used to stop the investigation, namely with the lawsuits that are filed against the investigative judge. And at the international level, it's been building advocacy and support for the international investigation. Yeah, we'll talk about that later. Ziad, Marie-Jo a dit quelque chose, c'est que le juge Bitar, comme le juge Fadi Sawan avant lui, ont été nommés par cette classe politique pour faire ce travail. On nomme un juge et après on entrave son travail. À quoi il s'attendait? Moi, je ne comprends pas. Et ça va aller où? Moi, je pensais qu'ils se sont trompés, en fait. Ils ont considéré que, comme d'habitude, le juge n'osera pas aller plus loin que les enquêtes qui cherchent des petites gens, des personnes qui peuvent être sacrifiées sans vouloir monter dans une hiérarchie et dans une chaîne de responsabilité. Donc, ils ont cru qu'en nommant ce juge, ils peuvent du moins contrôler certains aspects de l'enquête. Or, sa détermination à vouloir travailler, le fait qu'une opinion publique aussi le soutenait pendant un moment, peut-être jusqu'à maintenant, le fait qu'il y avait une mobilisation encore, on n'était pas très loin de la révolution d'octobre 2019, même si entre l'effondrement du système bancaire et entre le Covid, il y avait déjà une fatigue, mais quand même, la mobilisation était plus importante. Donc, il a décidé de travailler. Et son travail a commencé à inquiéter quand il a évoqué des noms, quand il a décidé d'agir. Et puisqu'on a une série de correspondances par rapport au stockage de cette marchandise pendant 6 ans et demi, il y a eu des lettres, des messages, qu'est-ce qu'on fait avec, tel dit ce n'est pas ma responsabilité, tel sous-estimé le danger probablement. La qualité du stockage est désastreuse. Donc, probablement, il n'était pas au courant de ce que ce juge allait faire. Et il a pris au sérieux son travail. Il a été courageux. D'où, après l'impasse, puisqu'ils ont commencé soit à évoquer des questions confessionnelles, encore une fois, le confessionnalisme. N'oublions pas qu'il y a eu les événements de Tayoune, avec des manifestations et puis des échanges de tirs qui ont fait 1 ou 2 morts, si je ne me trompe pas. Il y a eu des menaces, même allant jusqu'à menacer d'une guerre civile. Il y a eu un chantage qui a été fait, comme quoi l'enquête va mener le pays vers un autre désastre et qu'il y a comme d'habitude, des forces de l'extérieur qui instrumentalisent cela pour affaiblir les Libanais et l'État libanais. Donc, il a subi énormément de chantage. D'autant plus que la question, selon certaines enquêtes, du moins journalistiques, peut-être vous êtes au courant plus que moi de cela, mène aussi quelque part au régime syrien, aux hommes d'affaires très proches de Bachar al-Assad, qui sont à l'origine de la société qui a importé le nitrate d'ammonium. Et s'il est vrai aussi, selon certains rapports de services de renseignement européens, que ce n'est pas tout le stock qui a explosé,
Ça veut dire qu'une partie était déjà partie, ou comment, dans quelles circonstances, qui était en charge de transporter cela. Est-ce vrai que ça a été utilisé dans les barils explosifs du régime syrien? Pourquoi finalement on est resté avec ce stock-là? Plein de questions donc qui mènent vers des issues ou vers des pistes qui effrayent aussi une bonne partie de la classe politique libanaise et qui ont dû pousser certains à exercer énormément de pression et de menaces envers le juge Bitar. Merci. Avant de conclure cette partie, ma dernière question est pour Marie-Jo et pour vous deux aussi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui espoir dans la justice locale ou c'est fini? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette enquête locale et nationale? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Marie-Jo. Si on peut faire. Alors, déjà, c'est normal qu'il y ait peu d'espoir dans la justice locale, parce que si on regarde les faits, c'est les poursuivis qui poursuivent le juge. Donc, c'est quand même incroyable. Je rappelle que Donald Trump était en prison brièvement il y a un mois, donc l'ex-président des États-Unis. Mais au Liban, quand on est responsable de la mort de 220 personnes, voilà, on poursuit le juge. Par contre, je vais pas avoir la prétention de dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut absolument que cette enquête continue. Parce que on oublie de le rappeler, malgré le fait que ce soit une tragédie, cette affaire aussi a été, pour beaucoup d'actrices et d'acteurs de la société civile, une occasion très importante pour créer un précédent dans l'État libanais. On parlait tout à l'heure des seigneurs de guerre qui nous gouvernent encore, ou d'attraper toujours les petits et jamais les grands. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a mis une série de personnes en prison, les petits, les responsables portuaires qui sont nommés par les ministres de tutelle, et les autres se sont dit, bon, c'est fini ça. C'est comme pour la guerre civile. On a enfermé tous les miliciens, la jeunesse perdue qui a été embrigadée, et les responsables sont sont aujourd'hui nos chefs. Comme la crise financière aujourd'hui, qui paye pour cette crise? C'est les gens qui ont mis leur argent dans les banques, c'est pas c'est toujours les gens normaux. Ça. Et encore, peut-être qu'on va aller en prison aussi. Oui. Donc, j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, je disais que mais c'était toutefois très important que cette enquête se poursuive pour qu'il y ait un avant et un après pour briser cette culture de l'impunité, de voir des responsables étatiques, des responsables militaires, des responsables sécuritaires payés pour leurs crimes. Donc, c'est pas pour une vengeance, c'est pour un crime. Le juge Bitage, selon moi, a les épaules pour continuer cette enquête. C'est vrai que c'est douloureux pour les victimes, ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça doit continuer. Donc lui, il est résilient. Je pense qu'il peut continuer longtemps à mener cette bataille. Encore faut-il qu'il ne faut pas le réduire au silence, parce qu'on sait que dans ce pays, on assassine. Ouais, c'est ma question à Ziad. Est-ce qu'il a besoin d'une protection politique? Est-ce qu'il y a un danger sur sa vie? On sait comment ça se passe au Liban, on les tue. Je pense qu'il est conscient des dangers qu'il risque et certainement il a besoin d'une protection qui ne peut être dans ce cas qu'une protection de la part d'une opinion publique, de personnes mobilisées pour que, comme tu l'as très bien dit, pour que pour une fois il y ait un aboutissement à un procès, à un travail d'enquête, afin qu'il y ait l'avant et l'après explosion du port. Mais certainement, il peut être menacé. Peut-être, on se dit souvent que c'est tellement flagrant si quelque chose va lui arriver, qu'ils vont être accusés. Mais finalement, encore une fois, avec l'impunité qu'on a, pourquoi pas? Ils sont capables du pire et il peut être une victime d'une certaine pression. Si tu permets juste un petit retour en arrière par rapport à la théorie de complot qu'on évoque souvent, parce que c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'assassinat de Rafi el-Hariri en 2005. Un certain président de la République du temps, Émile Lahoud, a évoqué un missile qui a frappé le convoi de Rafi el-Hariri et l'a tué. La même chose s'est passée avec cette explosion du port de Beyrouth, même si évidemment, ces deux événements, d'un point de vue technique, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais tout de suite après aussi, un certain président de la République, Michel Aoun, a évoqué
un missile qui a frappé le port et qui a causé l'explosion. Et c'est normal dans notre région que ce genre de théorie, en fait, depuis la guerre en Ukraine et même avant, on voit que c'est partout dans le monde. La théorie de complot attire beaucoup plus que les explications qui peuvent aller vers des enquêtes, vers des éléments qui restent plutôt de nos quotidiens. On aime toujours penser à quelqu'un derrière les événements, à une main invisible, à des décisions qui souhaitent nous mener dans des sentiers différents. Mais la question est très importante, encore une fois, de considérer que ce n'est pas seulement l'explosion qui est la catastrophe qu'on a vécue, mais c'est le fait que pendant 6 ans et demi, 7 ans, on a stocké toute cette quantité dans le port de Beyrouth, qu'il y a des gens qui l'ont amené, que le silence, que l'impunité, que la menace et les menaces contre le juge font partie aujourd'hui de notre quotidien politique. L'explosion est le malheur absolu, mais il y a avant déjà, et avant de parler de comment cette explosion a eu lieu, tout des éléments qui vont de l'importation au stockage, aux correspondances, à la négligence, au mépris, à cette volonté de penser que tout est possible. Et alors, l'explosion de Beyrouth, on a connu d'autres explosions. Il y a des gens qui l'ont dit. Exactement, la banalisation du mal est devenue notre vie. Et donc, c'est encore une fois, c'est pour ça que c'est très important de ne pas accepter que cette page soit tournée sans que rien ne soit réalisé. Il faut continuer la mobilisation. Et pour nous qui sommes à l'extérieur, on a la chance de pouvoir se mobiliser, écrire, en parler, contacter des responsables, aider ceux qui travaillent sur place pour que l'impunité ne règne pas, encore une fois, dans notre pays et dans notre région. Je vais parler maintenant de l'investigation internationale. Donc, la plupart des familles des victimes à qui j'ai parlé ont foi en le juge Bitar, mais ils ont perdu la foi dans le système judiciaire et donc aujourd'hui ils veulent une investigation internationale. Remzi, is there hope at the international level? So for those who don't know, there are families of victims who are working on a resolution today at the level of the Human Rights Council at the UN. And the objective of this resolution is to have an impartial, independent, fact-finding mission. We're not talking about an international tribunal here. We're talking about an independent investigation into what happened on August 4th. Can you tell us more about where is that track and how realistic it is, knowing that even if this resolution is going to pass, the Lebanese government still has to approve this fact-finding mission? Yeah, thank you, Dalal. In responding to your question about whether there's hope for the international fact-finding mechanism, I think there is, you find hope in tracking the progress of the advocacy and support for fact-finding mechanisms from 3 years until today. And I think in building support for fact-finding mechanisms, there are 3 or 4 issues mainly at the heart of it. One of them is proving that accountability for the Beirut blast is a human rights issue. The second one is proving that the crime has international elements. The third one is that proving that the domestic investigation of the judicial system in Lebanon is incapable of providing the truth at what happened as a result of the continuous interference by the various political authorities. And the fourth one is the issue of politics being played out at the world stage. In relation to the first issue, whether it's a human rights issue, there's been a lot of progress on this. When the first call was made for an international fact-finding mechanism by families of the victims, by local international rights groups, by Human Rights Watch, the response we got from states is, this is not a human rights issue. This is, an accident that happened at the blast, at the port, the Lebanese authorities should investigate. We've come at a point now, 3 years later, where I think it's become very clear that accountability for the Beirut blast is a human rights issue. It's been made clear both by calls from UN experts who have stressed this in their reporting. We've stressed this in our report. It's been made clear by, most recently, just 2 weeks ago, the UN High Commissioner for Human Rights at his opening remarks at this council session, decrying the lack of accountability for the blast and saying and articulating clearly that it may now be time for international investigation. It is clear that there's issue of lack of redress for the family. So I think we've crossed that, and this was huge. The second issue of the international element is clear in terms of the nationalities of the individuals affected and also the parties responsible.
We're seeing court cases in the US, in the UK, investigations. I'll get to that. Let's not We'll joke. skip that, yeah. Yeah, I'm talking about the UN trap And now. the last one is politics. And we were clear about the fact that the Lebanese authorities have stopped the investigation. At the UN level, the issue is that while many states are sympathetic to the call for an international fact-finding mechanism and they agree with the victims, I think the issue is that no state wants to bring a resolution before the Human Rights Council calling for a fact-finding mechanism if it's not going to pass. And so what this requires is having enough states, a majority of states at the Human Rights Council willing to support this. This is something that we don't have yet, and that we have to work and build for. And we have to do advocacy beyond the regular states, beyond the European states. We have to go to Latin American states, Africa. Countries where there's large Lebanese diaspora, African states, Asian states. There's been a lack of support from Arab countries on these issues as well. So the next big challenge in bringing about a fact-finding mechanism is going to depend on doing the right, convincing a large number of states that this is the right way to go in order to have. And let's say this resolution gets passed. I mean, they're hopeful in December. They're not going to try during this session. From what I heard, March even. I mean, this is kind of. Wow. Okay. Because the last time I spoke to the families, they said in December. So now we're postponing. Let's say this resolution gets passed. What happens if the Lebanese government says we're not going to cooperate? We refuse to have this fact-finding. So there are first many things that will have to be determined about the fact-finding mechanism. What's the scope of the fact-finding mechanism? What's it made out of? Is it one expert? Is it 3 experts? What authorities do they have? These are all things that will have to be determined by the resolution that establishes it, and will also depend on the advocacy that is being put forward. I think we don't have to fool ourselves. I think it's very clear from the way in which the domestic investigation is going that there is no good faith or intention on collaborating in order to find out the truth of what happened. But there's a lot that can be done besides that. We know that there are several international companies that are involved in the blast. We know that there are people who are willing to speak about either they were witnesses, they worked at the court, or they were themselves in positions of power. When Human Rights Watch did the report, they spoke to Hassan, the former prime minister, the former state security, all of whom were willing to speak in order to kind of clean their hands and say it's not my problem. So collecting these testimonies, collecting these evidences from a wide range of sources, including companies, including individuals, and including authorities, will eventually, the goal would be for this mechanism to issue a report where it's able to ascertain from the findings whether there's state responsibility, whether there's individual responsibility, and then to make recommendations as to the accountability mechanisms that should be taking place, either at the Lebanese level or in these other cases that we're seeing unfold across the world. Ziad, pourquoi tellement de pays sont toujours opposés à cette enquête internationale d'un point de vue politique? Alors, il me semble qu'il y a 2 choses. La première, c'est de plus en plus de pays et d'États dans le monde aujourd'hui considèrent que toute enquête internationale ou extérieure est une ingérence, et donc ils sont dans une logique de souveraineté, y compris par rapport aux enquêtes. D'autant plus que la majorité des pays qui ne sont pas démocratiques sont pour ce genre de position, c'est-à-dire on refuse tout ce qui peut venir de l'extérieur, car il peut causer des problèmes politiques, et cela est soutenu très clairement par une position russe et chinoise depuis très longtemps d'ailleurs. Il y a autre chose aussi, c'est que certains acteurs, y compris la France, auraient souhaité jouer un rôle politique au Liban et dans la région sans nécessairement avoir des problèmes avec des acteurs puissants au Liban. Je parle notamment de Hezbollah. Donc si Hezbollah s'oppose à cette enquête-là, et si on souhaite jouer un rôle de médiateur au Liban et dans la région avec l'Iran, vaut mieux ne pas aller trop loin dans une confrontation avec Hezbollah. Peut-être c'est pas nécessaire, on fait un peu de pression, ou on trouve un compromis plus tard. Ce n'est pas à nous de prendre l'initiative. S'il y a une commission qui essaye de gagner du terrain ou qui commence à progresser et à convaincre des États au sein du Conseil des droits humains, on la soutient, mais sans être trop impliqué. Et il y a également le contexte international où aujourd'hui on est dans une configuration de tension et de clash entre plusieurs acteurs. Donc on n'a pas très envie d'aller négocier des accords sur tel cas ou tel cas, en attendant que toute la question des nouveaux rapports de force qui sont en train de s'établir ne soit plus claire. Donc je ne pense pas qu'au niveau international, il y a un grand enthousiasme pour cela,
mais il faut quand même continuer à travailler là-dessus. Et comme Ramzi l'a dit, gagner du terrain, non seulement parmi les acteurs européens ou occidentaux, mais aller chercher des alliés en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, là où il y a beaucoup de pays qui peuvent peut-être être intéressés, même si, encore une fois, je pense que la tâche est très difficile. Autre que le recours aux Nations Unies, on a aujourd'hui des recours judiciaires contre 2 compagnies. Il y a le recours judiciaire contre Savaro, la compagnie ou la société Écran qui serait derrière la cargaison du nitrate. Il y a eu du progrès. Les familles des victimes vont toucher de l'argent, mais ils me disent, quand je leur ai parlé, qu'au fait, ces paiements vont être finalement très faibles. Et qui ne sont pas sûrs que l'objectif est atteint. On ne sait toujours pas qui était à la tête de Savaro. Ils ont l'impression que peut-être il y a eu un flop légal. Qu'en pensez-vous? Je ne me prononcerai pas beaucoup sur cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que l'enquête, comme on a expliqué, a des ramifications internationales énormes. Cette enquête est énorme, en fait. Et j'aimerais quand même rappeler que le problème, c'est pas que personne n'a encore été désigné responsable. Le problème, c'est qu'on laisse pas un juge travailler sur une enquête énorme. On l'empêche de travailler. Donc, c'est aussi important d'enlever ces reproches-là sur le timing. Mais même pendant le recours judiciaire en Grande-Bretagne, on n'a pas abordé cette question. Aujourd'hui, il y a eu des paiements, mais on n'a pas de réponse. Oui, j'allais un peu y arriver. Tout ce que je voulais expliquer par là, c'était que le fait qu'il y ait des ramifications internationales à cette enquête, à la fois, c'est compliqué pour le juge au Liban parce qu'il n'a pas de moyens. Donc, je rappelle qu'il travaille avec 2 assistantes et c'est tout. Et voilà. Donc, une enquête pareille, imaginez-la en France, aux États-Unis, ce serait une équipe de dingue. Donc, voilà, il peut pas. Par contre, là où c'est une fenêtre, c'est justement pour des actions. Le fait que ce soit qu'il y ait des ramifications internationales ouvre une fenêtre à des actions comme celle contre Savaro, contre Spectrum, on va peut-être en parler. Donc, effectivement, il y a eu des progrès. La justice britannique, suite à une plainte menée par un groupe de victimes, donc c'est jamais toutes les victimes, faut comprendre, c'est des actions sporadiques, a condamné Savaro à payer $1 million à ce groupe de victimes, sauf que Savaro est une société écran, donc on s'attend à ce qu'il y ait pas de paiement. Et comme vous l'avez dit, Dalal, on n'a toujours pas élucidé qui est à la tête de Savaro. Donc, c'est plutôt symbolique. Je ne sais pas si... Ramzi, do you have anything to add on this? I mean, I'm speaking on behalf of the families. We've had this discussion and they said that, yes, they were excited at the beginning, but now they're realizing that something went wrong somewhere because, as I said, the payments are not much. We have a lot of unanswered questions. Could anything have been done differently? Is this going to go somewhere else? I don't have anything more to add than Mary Jo, but just to say that, I mean, those concerns are certainly valid. I would add that this is the first case in which we see someone being held liable for the blast. Yeah. So this is kind of the beginning of the path of the road to justice, if we can see in the international justice. How other court cases will play out, we will see, but this was the one, and of course there's so many question marks as to who the owner of Savaro is and the role they played, given that they own the ammonium nitrate that polluted the port. Oui, parce qu'en fait, derrière tout ça aussi, ça révèle l'opacité des trafics maritimes. Exactement. Qui sont derrière, il y a des montages de sociétés offshore, des transactions offshore. Donc, il y a vraiment une coopération internationale au niveau juridique qui doit être menée. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc, peut-être que ils ont pu condamner Savaro, mais les points d'interrogation demeurent en raison de cette lacune encore d'entraide judiciaire entre pays. But I mean, this court case is not going to go any further. Is this the end that we've reached? This is my question. Are you aware of where? Peut-être que. Allez-y. Non, pour Savaro, pour le moment, c'est suspendu justement à la progression de l'enquête. Et c'est pareil pour Spectrum. Je ne sais pas si. Oui, on va en parler. Donc, il y a aussi, there's the Texas court case. Donc, il y a la compagnie GeoSpectrum qui était responsable de cette cargaison d'équipements séismiques qui était supposé être mis sur le Rossus et aller en Jordanie. Et bon, ça s'est jamais passé. Et on sait que GeoSpectrum, en fait, elle avait des contrats avec le ministère de l'Énergie au Liban pendant le mandat de Gebran Bassil. Et donc, aujourd'hui...
Oui, exactement. Il y a plein de contrats. Et donc, il y a plein de questions. Mais on a eu un grand progrès. It was unexpected. Parce qu'il y a eu un appel et il a été refusé. Ça, c'est dans le Texas aux États-Unis. Donc, Ramzi, can you tell us more about this, and do you think this is going to get complicated because so many politicians are actually involved in this case? Do we know why they brought the Rosses to Beirut? Why did they decide to call that specific ship to put on that seismic equipment, knowing that on appelait ce bateau un bateau poubelle? It was like in a very, very dire condition. Everybody knew. Yeah, so as you said, this was unexpected, and it's I think a big win in a sense. So what happened was that in July 2022, a group of victims submitted a case in Texas against TGS, which is the company that owned / merged with Spectrum in 2019. This is the company that had contracts with Jubran Basil to essentially move the seismic equipment. It had its agent in Lebanon, which is called Kojik, and also it had subcontracted a Jordanian company, GSC, to carry the seismic equipment. The win was that the judge basically denied the motions by the company to dismiss the case. So according to Accountability Now, who are representing the plaintiffs, this will move forward, possibly to a jury trial. And also in another kind of progress, TGS has agreed to hand over all related documents related to its contracts with Lebanese officials, related to its relationship with the Rosses, and other communications related to the blast, which will help us uncover more of what these relationships are with the Lebanese. It's going to expose a lot of people if this happens. That's why it's important. In theory, yes. But you raised important points. There are huge question marks. Why would you charter a ship to carry seismic equipment? The equipment that are to be carried are included over 160 tons, included trucks, given that the ship was not what they call a roll on and off ship. So these trucks could not get on the ship, by being rolled onto it. So why was this ship selected? Secondly, the ship was already at capacity. So why would you contract this ship when you had to add 160 tons? And third and fourthly, the ship was not seaworthy, and it owed, the captain of the ship owed money, so it was embargoed by the Lebanese authorities. So this raises the question: was the Rosses meant to carry the seismic equipment to Jordan, or was the ammonium nitrate destined to come to Beirut? I don't think we have the answers, but these are clear questions that should be asked. And what about Zimbabwe? Zimbabwe, that was also Mozambique. Sorry. And what about the Mozambique? That was the final destination. Also, that remained. That remained an issue. We don't know why. I think there had been previous contracts between the company that had carried in previous years ammonium nitrate to Mozambique for the purpose of weapons development. There's also what Firas Hatoum, the investigative journalist, showed last year, that this ship, there was a number of ships that did do you remember anyone this investigation? Yeah, can you talk about it, because it's important. He showed that actually many of them made the journey to Syria, to Tartus, and they were part of the same network of ships. Tu veux en parler? Je ne peux pas trop en parler, mais je sais qu'éventuellement, on sait que le Rosus est par exemple passé par la Syrie en 2012. Voilà, on ne sait pas ce qu'il a livré, parce qu'il est reparti vide. Donc ça veut dire qu'éventuellement, il a livré quelque chose. Voilà. And just adding to that, not with TGS, but we know with Savaro, for example, that it's a shell company, but it's registered to the same address as that of two Russian Syrian businessmen who've been sanctioned by the US. To Putin and to the Syrian. And to trying to acquire ammonium nitrate as well. And their names are figured in the US. Les trois, ils sont connus. Ce sont trois hommes d'affaires qui ont fait des études en Russie et qui ont obtenu la nationalité russe. Donc ils sont russo-syriens. C'est Georges Haswani et deux frères de la famille Khouri. Dallal Khouri d'Alep. Et Georges Haswani, son nom figure déjà sur la liste des sanctions européennes, puisque c'était un médiateur. Il achetait du pétrole de Daesh pour le régime syrien. Il est également le médiateur qui a négocié entre Nusra
et des sœurs kidnappées à Maaloula. Donc c'est un type qui était déjà bien impliqué dans plusieurs choses. Il est aussi dans le business du phosphate entre la Russie et la Syrie. Et les deux frères Khouri sont des hommes d'affaires montants de la nouvelle vague d'hommes d'affaires en Syrie aujourd'hui. Donc il y a certainement une connexion syrienne quelque part, et c'est à travers les boîtes aux lettres de la société écran et de la société de ces gens-là à Londres qu'on a peut-être vu une connexion. Encore une fois, tant qu'on n'a pas plus de preuves et de coopération, on va rester dans un champ d'hypothèses, mais ce ne sont pas juste des hypothèses non fondées, puisque c'est des profils aussi qui peuvent tout à fait correspondre à ce genre d'activité criminelle. Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, on ne peut rien encore avancer, mais parce que c'est possible aussi que les choses aient tourné au fiasco, qu'à l'origine, ça devait aller, mais c'est pas allé, c'est resté chez nous, et après, parce qu'on a quand même des preuves aussi que ce matériel a été très avarié, il est en très mauvais état. Savaro est venu inspecter la marchandise pendant ces 7 dernières années. Ils ont mandaté des experts, ils ont dit c'est de mauvaise qualité, on veut plus cette marchandise. Donc, on ne peut pas non plus penser qu'à l'origine et tout le long, c'était dans un plan machiavélique. Criminel, mais c'est possible qu'à un moment donné, ça correspondait aux intérêts du régime de Damas. Et juste, si les gens n'ont peut-être pas, comme on en a parlé rapidement par rapport à l'enquête de Firas Hatoum, c'est que ce qu'il a pu montrer, c'était que la société Savaro Limited, qui est une société écran, est enregistrée à la même adresse que les compagnies de ces hommes d'affaires syro-russes. Je vais parler maintenant un peu de ces 4 morts, au moins 4 morts mystérieuses qui ont suivi le 4 août et qui peuvent être liées à l'explosion. On n'a pas de preuves parce que là aussi, l'enquête a été entravée, ou il n'y a même pas eu d'enquête. Je nomme Lokman Slim, Mounir Abou-Jaili, Joe Bejene, Joseph Skav. Marie-Jo, vous avez travaillé sur Lokman Slim et vous avez parlé des images de caméra. Vous avez parlé de plusieurs preuves qu'on a choisi d'ignorer. Quelles sont les données qu'on a qui peuvent lier sa mort à un assassinat et peut-être à l'explosion, si on en a? Alors, oui, déjà, c'est très important, comme vous l'avez dit, Dalal, qu'on ne peut pas affirmer que c'est à cause de l'explosion du port que ces personnes ont été assassinées. C'est une parfaite transition parce qu'on parlait justement de cette question du régime syrien, ce qui a mis la puce à l'oreille d'abord pour Lokman Slim, donc intellectuel chiite qui a été assassiné en février 2021. C'est que 2 mois avant son assassinat, donc 3 mois après l'explosion, il passe à la télé et il fait un exposé sur comment, selon lui, par A plus B, cette cargaison de nitrate d'ammonium était destinée au régime de Bachar el-Assad parce que ça correspondait chronologiquement au moment où le régime syrien larguait des barils d'explosifs sur sa population, des explosifs artisanales composés entre autres de nitrate d'ammonium. Donc il fait ce parallèle-là à travers une démonstration voilà, d'intellectuels, etc. Bon, bref. Il est assassiné, il est retrouvé mort en février 2021 dans sa voiture. Ensuite, on a Mounir Abou-Jaili, un officier des douanes, qui a lui été tué, mais pas par arme à feu. On a retrouvé donc, on a vu son visage tuméfié, il a été sans doute frappé. Ce colonel-là avait été un camarade, c'est un peu compliqué, était un camarade d'un autre colonel des douanes, qui est le premier à avoir alerté Joseph Naddaf. Joseph Skaff. Skaff, ah oui, il y a Naddaf aussi Naddaf, qui a alerté et a été arrêté. Mais là, on parle du premier, c'est-à-dire on est en 2014, au moment où cet officier travaille aux douanes. Il est responsable, entre autres, de tout ce qui est dans la drogue, j'ai oublié le terme générique, il fait un courrier pour alerter sur le danger de cette cargaison et qu'il ne faut surtout pas la décharger au port de Beyrouth. Et à ce moment-là, il était proche de l'officier Mounir Abou-Jaili qui, lui, est tué à peu près de la même façon juste après l'explosion, c'est-à-dire on l'a retrouvé frappé et tout, mort dans son lit. Troisième, c'est Joe Bejene, un jeune père de famille qui a été assassiné également en décembre 2020, donc très peu de temps après l'explosion. Joe Bejene, c'était un employé de la compagnie des télécoms Alpha
et entre autres un passionné de photographie Photographe, de militaires. Donc il était passionné par l'armée, il avait réussi à se faire des connaissances au sein de l'armée, il était accrédité, il pouvait photographier des parades militaires, des engins, il avait un certain accès. Et il avait, d'ailleurs, il l'a montré sur son compte Twitter peu de temps après l'explosion, qu'il avait également accès au port, puisqu'il a publié un cliché où on voit le secteur où a eu l'explosion. Donc, quelqu'un qui avait un certain accès. Est-ce qu'il avait d'autres informations, autre chose? En tout cas, il a été liquidé devant chez lui. Et je termine brièvement pour dire que la ressemblance dans ces trois cas, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête. Exactement. Moi, j'ai travaillé essentiellement sur Lockman Slim pour démontrer que tout était là, c'est-à-dire on a des images de vidéosurveillance, on a des télécoms, des messages entre les tueurs pour s'organiser, on les voit suivre la personne, on voit tout, mais rien n'a été fait pour les attraper. Et c'est pareil pour Joe Béjani également. Human Rights Watch a travaillé aussi sur ces deux cas. Enquête complètement bâclée, on a saisi toutes les affaires de cet homme. L'épouse, la veuve de Joe Béjani n'a plus rien en sa possession qui appartient à son mari, plus aucun matériel informatique, plus aucun habit, rien du tout. Et on n'a rien su, alors que ces tueurs ont été filmés en vidéo, on les voit, une vidéo circule, ils sont à peine couverts par un petit masque Covid, donc très facile d'être... Et rien ne s'est passé. Donc ça pose des questions sur pourquoi un bâclage d'enquête de cette manière et pourquoi juste après l'explosion. Ramzi, these cases, if there's a fact-finding mission, do you think these cases could be included as part of the work they would do? I think this would be something that would have to be determined as part of what the mandate of the fact-finding mechanism is and the relationship to the port blast. But just to add to what Mary Jo said, I think also what we noticed in all of these cases is the procedure error that is done in the investigation of these cases. I think in Luqman Slim's case, after he was murdered, there was officials entering the car and moving it forward, or they didn't secure the crime scene at all. The crime scene. In several of the other cases, videos or photos that were collected by the information branch of the ISF were not included as part of the case, or they disappeared, or the cameras were returned empty. Even as part of the investigation, in Luqman Slim's case, there has been a German offer for international assistance in the investigation into the death of Luqman Slim. What is needed basically is a request from the Lebanese authorities to say, we accept this offer. For 2.5 years now since his murder, this request has not been made, even though it's been called for repeatedly by the family. And his wife is German. Exactly. And having attended these court sessions, the investigative judge, Sharul Abi Samra, has constantly said, he will make this request, and repeatedly failed to do so. What I'm trying to say is that the ISF, the security services, and the other Lebanese authorities, if they have the will to investigate these, they can, and they can move forward much more at least than what the stage of the investigation is now, given the testimony that was collected. Even in Luqman Slim's case and other cases, key witnesses have not been called in to come in and testify. Why? I mean, if this seems like this is either, there's lack of political will to get justice, or there's a clear intent of obstructing the investigation. Yeah, you raise an important point. Juste pour dire que les agents de la police ou qui investissent, ils ont la capacité de faire ces enquêtes parce qu'ils ont été entraînés. Il y a eu des millions de dollars qui ont été versés, surtout par la communauté internationale, aux agences de sécurité pour les entraîner et améliorer leur travail d'enquête. Donc c'est vraiment un problème de volonté politique et non pas de capacité. On a l'impression qu'il y a un ordre supérieur d'arrêter tout, en fait. Je vais devoir finir par une question à vous trois, et très brièvement, s'il vous plaît. What is the way forward, in your opinion? And we're here with the diaspora. What is the role of the diaspora? Very concretely, if you can give like one specific thing that the diaspora can do to help us move forward with this case. You want to go ahead, Ramzi? Maybe I'll start. I'll try to be quick. I think the biggest role that the diaspora can play, at least I'll speak on international investigation, is especially diasporas with multiple nationalities or outside, is in doing the advocacy work both with civil society in those countries, making it clear that there is support for international investigation in those countries where there is happening. Currently, I think the biggest hurdle to having something like a national fact-finding mechanism is proving that there is support for it amongst other countries.
This is going to require massive So lobbying the country that you're from or where you live. exactly Okay. in support of a national fact-finding mechanism and the fact that accountability is the priority. And in your opinion, the way forward is this impartial fact-finding mission. Like, if there's one thing you want to mention as the way forward. There's nothing that will replace the domestic investigation. There's Okay. nothing that will replace the accountability mechanisms because no other authority will Sure. provide accountability and hold those responsible to account. But if we want to be realistic, yeah. We need truth, and victims of families need the truth, and the way forward to get the truth in light of the continuous interference is through the fact-finding mechanism. But that being said, sorry, last thing, the fact-finding mechanism, the role, the report that it will issue will then be used as part of these accountability mechanisms, ideally Of course. across the world and hopefully in Lebanon, because nothing will replace holding those accountable by the Lebanese judicial system. Ziad? Oui, moi je rejoins ce qui a été dit et j'ajouterais que peut-être on pourra, en tant que diaspora, déjà continuer à se réunir et à trouver des moyens de coordination, de travail ensemble pour avoir une influence sur à la fois l'opinion publique dans les pays où l'opinion publique compte, ou sur les responsables politiques et les forces politiques, afin que la question libanaise et la question de la région en général reste sur leur agenda et l'une de leurs priorités. Donc il y a cela certainement, mais il y a surtout le soutien à tous ceux et toutes celles qui, à l'intérieur du pays, militent encore et luttent encore pour modifier les rapports de force. C'est évidemment un très long combat, extrêmement difficile. Le succès n'est pas toujours garanti, de toute façon, mais il n'y a pas d'autre choix. Ce qui a été dit me rappelle une théorie qu'un grand ami, Joseph Maïl, a évoquée une fois, celle de la capture de l'État. Nous sommes dans un État qui a été capté, qui a été capturé, hijacked, exactly, qui a par des forces à la fois politiques, confessionnelles, mafieuses, qui ont des capacités de nuisance, de criminalité extrêmement sophistiquées, qui sont au sein des institutions, qui contrôlent une partie du travail de ces institutions-là. On les voit dans plusieurs alliances entre banquiers, hommes d'affaires, hommes politiques, religieux, sécuritaires. Donc c'est un État qui a été vraiment pris en otage par je ne dirais même pas une classe politique, elle est plus complexe que cela, et qu'on a sous-estimé. Évidemment, il y a Hezbollah qui est la puissance décisive au sein de ce système-là, mais même au-delà de la force décisive de Hezbollah, le système libanais, à travers des décennies de construction de la part des mêmes personnes qui étaient des chefs de guerre, qui ont été pendant très longtemps affiliés au régime syrien, qui ont été impliqués dans plusieurs dossiers de corruption, qui sont les amis de plusieurs banquiers. C'est tout un système qu'ils ont défendu, qu'ils continuent à défendre et qu'ils n'abandonneront jamais. Parce que, encore une fois, ils ont cette impunité leur permettant d'aller encore plus loin. Je finis sur la même question de l'impunité, qui est celle aussi de la Syrie, qui est celle de la question palestinienne, qui est celle du monde arabe en général. C'est la première question qui affecte nos vies en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que société. Et sans pouvoir affronter cela, il y aura toujours des problèmes et on sera toujours, disons, derrière les événements qui nous sont imposés et les tragédies qu'on vit d'une manière régulière. Je ne dis pas que c'est facile, je pense que c'est vraiment une question de long terme, et avec la nouvelle génération peut-être, avec les réseaux qui se forment, la communication qui est plus fluide, la mobilité qui est plus importante, les personnes qui ont des doubles nationalités, peut-être il y a un peu plus d'espoir, mais ça va être quand même très difficile. Je rejoins totalement ce que mes collègues ont dit, et j'ai déjà dit dans le débat l'importance de la continuité de la poursuite de l'enquête nationale domestique, donc je ne vais pas répéter là-dessus, pour moi c'est la chose la plus fondamentale. Et concernant le rôle de la diaspora, j'ai envie de répondre en tant que journaliste. On est toutes les deux journalistes. Les journalistes étrangers désertent le Liban. C'est très vrai. C'est un pays donc, qui s'enfonce dans une crise qu'on connaît très bien et qui intéresse de moins en moins. Donc on sombre dans l'oubli avec des gens qui souffrent à l'intérieur.
Je dirais que peut-être encourager la création de médias, c'est assez important, c'est un investissement à long terme, à la fois pour que aussi les Libanais s'emparent vraiment de leur destin, qu'ils échappent à l'embrigadement aussi de toujours sombrer dans le complotisme. N'oublions pas les affrontements de Taïoun, c'est plein de facteurs, mais entre autres, c'est des gens qui ont vraiment été convaincus qu'ils étaient ciblés, c'était un complot derrière. Et un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau. Très fort. Et donc, c'était très difficile aussi en tant que journaliste de rentrer dans un taxi, dans un service, d'avoir des discussions et de voir que les gens croient en des choses malgré votre travail, qui sont des rumeurs, voilà. Et l'importance donc d'encourager des médias locaux indépendants, me semble fondamentale. Et de voir comment on peut les supporter financièrement, parce que ça c'est le problème aujourd'hui des médias indépendants au Liban, c'est que ils n'arrivent pas vraiment à cause du manque de financement. On va prendre des questions maintenant, on a une demi-heure. Oui, madame. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Juste des questions, pas de commentaires s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas le temps. Je m'appelle Nadaris déjà. Je rebondis sur le fait qu'on doit soutenir des médias indépendants, au niveau lesquels sont-ils? C'est un. De deux, pourquoi aujourd'hui, dans la préparation d'une élection présidentielle, l'influence occidentale ne fait que soutenir les forces en présence au lieu d'aider ceux qui veulent changer de système. Et Avec la France. Oui. Troisième chose, M. Flynn, M. Bita a deux secrétaires. Est-ce qu'il a besoin d'aide extérieure? Pas des secrétaires, des juges. Des assistants juges. Est-ce qu'il a besoin d'autres personnes qui peuvent l'aider à propager son travail ou n'importe quoi? Voilà. Bien sûr, il ne pourra pas faire son travail. Qui aimerait répondre pour les médias? Déjà, on peut en citer, et les autres, si vous voulez en citer, il y a Mégaphone, il y a Daraj, il y a Racif, donc des médias qui sont à la fois, qui écrivent en anglais et en français, et en arabe, pardon. Même L'Orient le jour. Et L'Orient le jour, bien sûr, oui. Pardon? El Modon, je sais pas. Je suis pas très sûre que c'est indépendant. Je peux pas répondre à cette question. Mais... Et ce que j'aurais aimé ajouter par rapport à cette question, c'est que je n'étais pas seulement en train de dire qu'il fallait soutenir des médias existants, mais qu'il fallait soutenir la création de médias. C'est encore. Il y en a pas assez, c'est sûr. Il y en a pas assez, et il y en a pas assez qui sont accessibles à la population. Jusqu'à présent, c'est plutôt réservé à une certaine frange de la population, cet accès aux médias indépendants, et il nous faut des médias de proximité indépendants à créer, en fait. Zia, vous voulez répondre à la question des présidentielles? Des élections présidentielles. Oui, certainement ce que vous dites est tout à fait vrai. En fait, la plupart des interventions, y compris celle de la France, c'est pour trouver parmi les ténors de la classe politique ou le chef d'armée une personne qui peut-être représentera un compromis afin que la séance parlementaire, la fameuse séance parlementaire, puisse se tenir et élire un président. Donc on est toujours dans un déjà-vu, toujours dans les noms qu'on connaît. Et cela, en même temps, pose un autre problème, c'est que du côté des forces de l'opposition, des forces de la société civile, il n'y a pas eu non plus l'émergence d'un candidat capable de fédérer et de mener une bataille électorale. Donc ça, c'est aussi le rapport de force qui impose parfois des choix, et je ne défends pas cela, mais pour les acteurs internationaux, ils sont beaucoup plus dans l'évaluation de ce qui existe et des choix possibles, et non pas des choix qui sont ce que nous souhaitons en tant que citoyens et citoyennes. Je reviens par rapport à la question des médias. Absolument, Mégaphone, pour moi, est un modèle exceptionnel d'indépendance et de travail de jeunes, avec une nouvelle culture politique et avec une nouvelle forme de présenter les enquêtes et le travail. Mais il y en a d'autres qui ont été cités. Daraj a notamment contribué à... Daraj aussi, qui fait un travail Salam, d'enquête très important en partenariat avec parfois d'autres sites
dans d'autres pays. Il y a les institutions qui existent déjà, L'Orient le Jour, qui fait un travail de journalisme exceptionnel. Tu as cité Marie-Thérèse Modon. Modon aussi fait un travail en arabe. C'est un site arabophone très intéressant. Je pense qu'ils ont moins besoin d'aide financière pour différentes raisons. Mais Mégaphone, notamment, et Daraj font partie de la nouvelle génération des médias qui ont émergé et qu'il faut, à mon sens, soutenir et lire surtout. D'autres questions? Oui, bonjour. Liane Rouille. Je ne fais pas partie de la diaspora, je vis au Liban, je suis juste de passage ici. Et j'écoutais tout ce que vous étiez en train de dire, j'ai pris part à un certain nombre de sit-in et suis de très près l'affaire du port, de l'explosion. Je veux simplement vous dire que 3 ans après cette explosion, il est temps de passer à l'offensive. Je m'adresse à vous en tant que journaliste, parce qu'aujourd'hui, vous êtes les premiers à pouvoir faire arriver notre voix. Je crois profondément à un complot des autorités libanaises, à un complot même au niveau international. Et je crois qu'il est temps d'appeler les choses par leur nom. Il y a eu complot au niveau du stockage, complot maintenant parce qu'ils sont en train de voiler l'aboutissement de l'enquête. Et je crois qu'il est temps qu'on passe à une autre vitesse. Là, je crois qu'on s'est enlisé dans une recherche de vérité qu'ils ne nous laisseront jamais obtenir. Merci, mais c'est quoi la question? Vous avez une question? Et donc, je voulais savoir pourquoi vous ne pensez pas, vous, en tant que journaliste, de passer à peut-être un changement de discours. Soyez plus agressifs et surtout appelez les choses par le nom. Parlez de complot. Pourquoi vous ne parlez pas de complot criminel? Je pense que la majorité des médias au Liban parlent de complot. Donc si on assiste aux talk-shows, aux journaux, etc., on est sans cesse dans de l'agressivité, dans de l'hystérie, dans une rumeur récupérée par-ci, par-là, et on en fait des théories. De mon côté, je fais partie d'une génération ou d'une frange de journalistes qui n'a pas du tout envie de contribuer à ça, qui a envie de travailler absolument à faire. D'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi il y a le fact-checking qui se développe de plus en plus? Parce qu'il faut toujours vérifier l'information, c'est la base. Et quand on est dans des pays où il n'y a pas de justice, c'est le terrain parfait pour la prolifération de ce genre d'informations. Donc, non, d'un côté, l'agressivité, peut-être, si éventuellement on est avec vraiment des preuves, pourquoi pas? Après, comme on a expliqué, on est aussi dans un pays où on assassine, donc on va pas... faut voir aussi qui a envie de prendre des risques parce que peu importe, on peut vous liquider, ça va rien changer, la personne restera toujours à son poste. Ensuite, il y a quelque chose de très important à ne pas confondre, c'est que les journalistes ne sont pas des juges. Alors, ni des activistes. Même si on a des opinions et des fois on les partage, mais dans notre travail, normalement, on n'est pas censé porter un débat passionné, on va dire. Mais c'est très important de rappeler que je comprends totalement ce que vous êtes en train d'exprimer, mais pour moi, c'est totalement le reflet du fait que vous êtes dans un pays où il n'y a pas de système judiciaire qui fonctionne, en fait. Il y a des gens responsables qui ne sont pas en train de payer. C'est ça, à un moment donné, le rôle du journaliste s'arrête, malheureusement. Merci. D'autres questions, madame? Je vous donne... Pardon, oui, il y avait aussi avant. D'abord, merci beaucoup pour cette conférence, parce qu'on a appris beaucoup de choses dans les détails qu'on n'a jamais entendues. Ça, c'est important. Moi, ma question précise, c'est que fait le comité 4 août sur l'explosion? Parce que j'ai vu qu'il y avait un comité France, et ça suppose des comités dans d'autres pays. Comment vous fonctionnez et quelle est la stratégie? Qu'est-ce qui a été fait? Comment vous fonctionnez pour savoir comment contribuer si on a envie, etc. Je pense que là, vous trompez des comités, en fait, le comité France du bloc national,
Ce que j'ai dit au début, c'est en fait notre rôle aujourd'hui, c'est d'appuyer cette demande de fact-finding mission. Notre objectif, vous êtes aujourd'hui ici parce qu'on a une volonté de lobbyer, comme l'a dit Ramzi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en fait, quels sont les éléments qui peuvent nous aider aujourd'hui à aller un peu à l'avant en fait dans ce genre de choses. C'est vraiment de demander, de parler. Nous, on a cette possibilité à l'étranger parce qu'on a la parole libre, c'est de parler autour de nous et de lobbyer pour qu'il y ait cette enquête, cette mission d'enquête. Voilà, notre objectif aujourd'hui, c'est, on vous a réunis pour vous sensibiliser sur cette question-là et pour que vous nous aidiez, en fait, surtout vous, parce que vous êtes élus dans le 13e, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est pour nous aider aussi pour lobbyer et parler de cette demande d'une enquête, d'une mission d'enquête internationale. Par contre, il y a les comités des familles des victimes, il y en a 4, et une s'appelle le comité du 4 août, c'est celle... non, c'est Tracy et Paul Najar. Ils viennent à Paris souvent, mais leur comité s'appelle le comité du 4 août, et ils sont en train de lobbyer pour cette résolution au niveau des Nations Unies. Il y a une question, oui? Ok, je m'appelle Yasmina et j'ai une petite question par rapport à l'investigation, mais aussi à la classe politique libanaise. De ce qu'on a pu voir dans un cycle d'investigations qui se sont produits sur les différentes années au Liban, cette classe politique semble être intouchée par tout ça. C'est aucun souci pour eux. On prône pour une investigation mandatée par les Nations Unies pour l'investigation du port de Beyrouth. Je suis complètement d'accord, mais deux questions se posent. Il y a eu l'investigation pour l'enquête de Refi El-Halili qui a pris plus de 15 ans pour se produire. Et comme on a vu l'année dernière, il n'y a rien de concret qui a été établi sur le terrain, personne qui a été poursuivi véritablement sur le terrain. Donc cette question se pose, qu'est-ce qui va permettre de casser ce cycle et permettre à ce que quelque chose s'aboutisse une fois qu'une enquête est lancée? Et deuxièmement, c'est le fait que si cette classe est intouchée par quoi que ce soit, qu'est-ce qui va assurer qu'ils vont répondre par exemple, à essayer de coopérer, parce que s'il y a l'investigation, il va falloir prendre leur parole aussi. Donc, c'est la question que j'avais déjà posée, et juste parce qu'on ne va pas en parler, Ramzi avait dit que ça dépend du mandat de cette fact-finding mission, et on peut trouver d'autres mécanismes, même si le gouvernement ne va pas coopérer. C'est bien ce que vous avez... Pour moi, c'était surtout par rapport à la première question. Oui, on va y répondre. Merci. Just very quickly, on this issue, with a fact-finding mechanism, it's not an accountability mechanism. There will be no court, no tribunal, no verdict issued. Adding to this, there would be a time limit set on it by the mandate, a 1-year time limit that can be renewed, or whatever the Human Rights Council choose. And the outcome of the fact-finding mechanism would be a report outlining, the truth up to what happened and where the responsibility lies. But this is one tool. There are other tools, namely the court cases that are happening. This is the first step, which is truth, right? Finding out the truth, Yes. and then you take that for... Certainly, but there's also other tools like targeted sanctions against those who are implicated in the Beirut blast or who are obstructing the investigation into the Beirut blast. Human Rights Watch has called for targeted sanctions against those individuals implicated in the blast. These are, specific individual sanctions against the individuals in place that can be put by several regimes that have adopted these human rights frameworks. And then there are the court cases where such accountability mechanisms can be pursued. There's a wide range of tools that can be pursued, but at the same time, what's being pursued are these rights, right? The right to truth, the right to justice, the right to remedy for those affected, and also, if we can, guarantees of non-occurrence. How are we going to reform our system in place so that we make sure that something like the port blast is not going to happen again? What needs to happen? What institutions need to be reformed? What does the port, governance system needs to be changed? What systems within the country, what changes do we need to happen to ensure that crimes like these do not happen again? This is a long-term goal, but one that we must, I think, work towards. Ziad, tu veux répondre à juste, je pense que la question représente exactement ce qu'on essaie en train de dire par rapport à comment la culture de l'impunité s'est installée et comment on se sent impuissant face à une série de crimes, d'abus, de violations auxquels on assiste et on a l'impression qu'on ne peut rien changer.
D'où, encore une fois, l'importance de ne pas laisser tomber les causes, mais au contraire, de continuer, de travailler, de militer. Il y a aujourd'hui quelques ouvertures par rapport à cette commission, si jamais elle va être adoptée. Il peut y avoir peut-être d'autres mécanismes. La question également, c'est le changement politique. On revient à la base peut-être, à ce qu'on a essayé toutes et tous de faire en 2019, certains d'entre nous avant. C'est un système politique corrompu où à la fois l'indépendance du système judiciaire n'a jamais été respectée, où la corruption a gangréné l'État, où la loi électorale permet aux mêmes de se faire réélire, où l'absence de réformes économiques permet également à certains de pouvoir utiliser toutes sortes de clientélisme confessionnel, vu l'absence des services que les gens méritent de la part d'un État. Donc, c'est tout un chantier qui commence par la réforme politique pour arriver à d'autres réformes nécessaires. Yasmina, elle a demandé une question très précise concernant le tribunal de Hariri. Je pense que c'est une très bonne question parce que elle a dit qu'on a presque rien eu. Est-ce que ça c'est vrai? Et il y a eu des personnes inculpées. Ça, on sait, on a des noms, mais bon, c'était en absentia, personne n'est parti en prison. Est-ce que c'était une perte de temps et une perte d'argent aussi ou Je ne dirais pas que c'était une perte de temps et d'argent, même si le résultat n'est certainement pas à la hauteur des attentes et de l'investissement qui a été fait. Mais il faut aussi savoir que le tribunal international ou le tribunal qui a été fait pour l'assassinat de Hariri n'avait pas la possibilité d'accuser ni des entités ni des États. Il avait juste cette possibilité-là, et c'était ça le compromis quand il a été voté et quand les membres du Conseil de sécurité ont approuvé la résolution. Il devait inculper des individus ou accuser des individus, et après, si jamais on peut monter la chaîne de commandement, on pourra peut-être arriver à des entités, des organisations, des États, etc. Le problème, c'est que l'enquête elle-même, elle a subi plusieurs problèmes, plusieurs, disons, attaques, lacunes. Le premier, Meles, pour ceux qui se rappellent de Detlef Meles, il l'a dit plus tard, d'une manière assez claire, c'est que le secrétaire général des Nations Unies lui a demandé « Do avoid headache ». Je ne veux pas de maux de tête, n'allez pas au-delà des frontières du Liban. Et c'est entre autres une des raisons qui l'a poussé à démissionner. Parce qu'il a compris, après qu'il avait amené Rostom Razali à Vienne, pour ceux qui ont suivi le déroulement de cette enquête, on était dans un autre niveau d'enquête. Rostom Razali était à Vienne, Meles a utilisé l'expression « he was guilty like hell ». Il voulait l'arrêter plus tard, comme il avait arrêté au début certains. Peut-être il a commis des erreurs d'estimation ici et là, mais il était dans une dynamique politique dans son enquête qui correspond aux caractéristiques politiques de l'assassinat. On a voulu plus tard une enquête extrêmement technique, avec juste qui sont les individus qui ont utilisé le réseau téléphonique, qui ont peut-être appuyé sur le bouton. Donc on a réduit l'ampleur de l'enquête vers tout ce qui a eu lieu sur le terrain. Et évidemment, il n'y a pas eu une coopération de la part des forces politiques libanaises concernées, Hezbollah, où un des membres présumés a été inculpé. Cela veut dire en même temps qu'il y a eu des limites politiques, oui. Le résultat n'est pas satisfaisant, certainement pas. Mais en même temps, c'était la première fois qu'on a quelques éléments sur une enquête, qu'on a des preuves sur la responsabilité d'un camp politique, si vous voulez, mais on n'a pas été plus loin pour des considérations, à mon avis, qui étaient régionales, qui étaient par rapport au timing. On n'était plus en 2005. Si l'enquête était rapide, peut-être les choses étaient différentes. On était passé après 2009, 2010, 2011 à tout le tremblement de terre politique que le monde arabe a connu, les révolutions, les contre-révolutions, un changement dans le logiciel des relations internationales. Tout cela n'a pas aidé. Ce qui veut dire, encore une fois, et je ne veux pas être pessimiste à tous les niveaux, mais aussi au niveau international, quand on voit qu'au Conseil de sécurité, les États-Unis utilisent 53 fois le veto pour protéger Israël des crimes et des violations, quand la Russie et la Chine utilisent récemment 15 fois le veto pour protéger le régime Assad par rapport aux crimes contre l'humanité qu'il a commis, quand il y a toujours des rapports de force qui étouffent certaines causes, il faut penser à un changement du système international. Est-ce que cela est de notre pouvoir? Non, mais il faut
Gardez ça en tête quelque part. C'est notre pays qu'il faut défendre avec toutes les questions internes importantes de réforme, etc. Mais il faut aussi avoir des réseaux et d'alliances au niveau de la région, dans le monde arabe, mais aussi au-delà avec des personnes qui nous ressemblent dans plusieurs pays du monde et qui militent vers un changement, chacune dans son pays, dans sa région, dans son système. Donc c'est un combat pour la justice mondiale et pas seulement locale, dans un sens. Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, merci. Oui, monsieur. Quel est en fait l'impact des modalités de représentation des victimes du 4 août sur l'avancement de la justice vis-à-vis de ces événements? Comment on peut faire en sorte que les représentations des victimes du 4 août, comme finalement victimes, on doit au procès, comment elles peuvent, on peut imaginer que leur modalité d'action, d'association, puisse contribuer à renforcer l'action de justice. Je suis pas sûre qu'on a compris la question. Je sais pas. J'essaie de reformuler différemment. Ils sont défendus par le barreau de Beyrouth déjà, je ne sais pas si... Il y a plusieurs comités, ils sont divisés. Exactement, malheureusement, oui. Ma question c'est comment faire en sorte pour surmonter ça, pour qu'il y ait davantage de pression sur les bourreaux. Il y a les bourreaux et la victime. Comment faire en sorte pour que cette victime sorte de son état de division, il faut le dire. Bon, moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'ingérence politique dans ces comités, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on a au moins 2 comités qui ont des liens avec des partis politiques traditionnels au Liban. Et ce qui est malheureux, c'est que même dans le recours à la justice internationale, d'après les informations, il y a 2 recours. On a un comité, le comité du 4 août, qui va se diriger vers le Conseil des droits de l'homme pour faire passer cette résolution, alors qu'il y a un autre groupe, celui des firefighters, des pompiers, qui va directement au secrétaire général des Nations Unies. Ça, c'est l'information que j'ai d'après ces familles. Et donc, ils sont divisés à l'intérieur et ils sont divisés dans leur méthodologie. Donc, ils sont pas d'accord comment prendre action. Ils se réunissent pour des manifestations, etc. Mais il y a beaucoup de problèmes. Et à mon avis, c'est de l'ingérence politique qui se traduit vraiment dans leurs actions et ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est malheureux parce que, comme vous le dites, ça les affaiblit. Quoi faire? Après, c'est vrai que c'est important aussi de rappeler qu'ils sont de moins en moins nombreux. Oui. Ces personnes qui sont en train de se battre encore pour... Il n'y a personne avec eux aussi. Il y a personne avec eux, ils sont de moins en moins nombreux. Alors là, peut-être ça va demander, je ne sais pas quelle imagination, mais il faut trouver un moyen d'encourager la population aussi à adhérer à ça. Parce que c'est vrai que le nombre est important. Quand on voit une poignée de personnes manifester chaque 4 août, comme ça, ils sont plus que 10, ça diminue la substance de la cause. Et donc, les Libanais sont complètement épuisés par la crise économique. En plus, l'enquête a été complètement, elle a été atteinte de l'intérieur. Le verre a commencé à ronger. On accuse que c'est politisé, ça a divisé les gens, c'est devenu confessionnel. Donc, la substance de l'enquête est en train de se perdre et ça a découragé les gens. Je pense que c'est très important que les Libanais, je sais pas qui sont les Libanais. Voilà. Non, mais c'est une grande question. La diaspora, chacune prend cette appellation libanais comme elle le veut, doit soutenir cette cause. Enfin, il doit y avoir un lobbying permanent. Et ils se sentent seuls. C'est ce qu'ils disent tout le temps. C'est que nous, on est à l'étranger, mais même pour ceux qui sont au Liban, ils les rejoignent. Il y a personne qui les rejoint chaque 4 août. Ils sont seuls. C'est surtout les mamans, c'est surtout les femmes. C'est malheureux parce que pour eux, c'est pas fini. Pour beaucoup de Libanais, on continue, mais pour eux, ils ont pas la capacité de continuer. Ils ont même pas, they didn't grieve yet. Ils veulent la justice avant de pouvoir continuer. Ils n'ont pas fait leur deuil, donc c'est très dur. Et à mon avis, il y a une stratégie
divide and conquer de la part de la classe politique, même avec ces comités, parce que ça les affaiblit et on le voit très bien et c'est vraiment écœurant. Oui, parce qu'une fois qu'on s'aperçoit qu'il y a une ingérence du politique, on dit ok, bah cette affaire ne va nulle part, je me retire. Et ça donc, les discrédite aussi. Ça discrédite et il y a moins de soutien. Je ne sais pas si on a donné des solutions, mais... Ok, une dernière question encore. Oui, j'avais juste une question. En fait, je voulais savoir, on n'a pas trop entendu parler de solutions que vous pouvez peut-être apporter des collectifs de journalistes. Il y a eu des sujets comme la corruption fiscale ou les Panama Papers. On a vu que c'était des différents groupes journalistes qui s'étaient associés, qui avaient pu répondre à ces questions et ces difficultés sur des sujets qui pourtant paraissaient bloqués depuis des années. Et je voulais savoir si justement il y avait ces mouvements journalistiques qui se faisaient et qui pouvaient aussi apporter une solution à ce blocage. Blocage par rapport à l'enquête du port? Oui. Il y en a eu en fait. Il y en a eu plusieurs. Déjà, le jour, nous, on a fait un grand effort d'investigation. IP aussi, je pense qu'ils avaient fait. IP? Non, IP aussi, c'est Ah oui, aussi, oui. Je veux dire, oui. Il y a eu des médias libanais qui ont contribué. Il y a eu Riyad Baïsi, un journaliste d'investigation libanais aussi, qui a travaillé avec toute une corporation de journalistes, même étrangers. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Mais en fait, on est réellement arrivé à une limite. Ils sont bloqués là. En fait, on est arrivé à une limite. On a autant que possible trifouillé, sorti des informations. Et là, on est arrivé à une limite qui, à mon sens, je ne veux pas dire que le travail journalistique doit s'arrêter, il doit continuer à suivre ce feuilleton, cette affaire, mais là, la balle est dans le camp de la justice, en fait, et de la laisser faire son travail. Au fait, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est basé sur des enquêtes de journalistes, soyons réalistes. Mais le problème, c'est qu'on enquête, mais s'il n'y a pas les outils judiciaires pour utiliser ça comme preuve et pour aller en avant, on ne fait rien. Donc, on a vraiment besoin d'un recours judiciaire aussi. Par exemple, pour revenir sur la question rapidement des conditions de stockage, voilà, ça fait partie des premières... C'est des journalistes qui ont révélé tout ça, de dire que dans le hangar 12, il y avait des tonnes de nitrate d'ammonium stockées avec des feux d'artifice, avec des meubles, des pneus, des habits, des pneus, des solvants, de l'essence. De l'acide. Je veux dire, déjà, ça, c'est... Des sacs déchirés. C'est déjà, voilà, tout ça. C'est bon, pour nous, on se dit, bah, c'est bon, on a révélé ça, ça va créer quelque chose. Rien. Mais non, en fait, parce que c'est plus à notre niveau. Hein. Bon, merci Anna, je ne sais pas si tu veux Je peux dire conclure. 2 mots juste Non, par rapport à cela, moi je pense aussi que la classe politique, puisqu'on parle et le thème reste l'impunité, compte toujours sur le temps et l'oubli. On a tellement subi de choses dans ce pays que chaque crime fait oublier le crime d'avant. La chaîne d'assassinats, d'explosions, et ça commence à nous rappeler un peu les sit-ins du 4 août, c'est triste de dire ça, mais aux sit-ins des familles des disparus après la guerre civile. J'ai participé pendant très longtemps. Après, on commence à normaliser, on devient amis avec les familles, ça crée des liens de solidarité, c'est très important. Mais l'impact sur la classe politique, ça devient pour eux, ça va, ils ont un sit-in permanent et c'est bon. Ni d'enquête, ni de travail, où sont les 3 000, 4 000, 5 000, on n'avait même pas de chiffre exact. Certains évoquent 17 000, d'autres parlent de personnes d'un nombre plus réduit. Donc la question, c'est de ne pas permettre au temps, ni à l'oubli, de tourner encore une fois une page. C'est ça ce qui est important dans la parole, dans les articles, dans la couverture, dans les réunions, dans le lobbying, c'est de ne pas permettre qu'on tourne une page comme on l'a fait avant. Et si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la diaspora, la possibilité de mouvement, de contact, d'alliance, on arrive à maintenir une pression, ou bien on arrive au moins à maintenir cette cause-là vivante, c'est déjà pas mal. Pour après peut-être rebondir dans d'autres combats, il va y avoir certainement d'autres causes qui vont nous réunir, mais il faut qu'on continue. Pour moi, c'est ça le plus important, sans avoir il n'y a rien qui est garanti. On n'a pas d'illusion par rapport à ce qui va être peut-être réussi bientôt, mais
l'important, c'est de ne pas se rendre à cette impunité-là et à ce qu'ils veulent imposer depuis des décennies maintenant. Merci Zia, tu as conclu en fait ce que je voulais dire, c'est en fait qu'il faut, si on peut faire quelque chose, c'est de continuer à en parler. Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est vraiment de continuer à faire la pression et d'en parler. Et le 4 août, Inch'Allah, le 4 août prochain, on aura la mission, mais en même temps qu'on ne sera pas une poignée de personnes ici à Paris qui soutiennent la famille des victimes. Donc notre rôle, c'est vraiment de les soutenir. Et je voulais vous remercier, vous tous, pour vraiment ce débat assez intéressant. J'espère qu'il va aller au-delà de cette...